Un commando de l'innovation est un collectif d'hommes et de femmes entraînés, équipés et organisés pour innover. L'innovation commando, en opposition avec le mythe du génie créatif isolé et de l'innovateur solitaire, affirme que les plus grandes réalisations sont collectives. C'est pourquoi l'innovation commando aborde les processus de créativité et d'innovation en plaçant en leur cœur le facteur humain. La créativité et l'innovation sont avant tout affaires de partage d'idées, de rencontres et de relations humaines. Ensemble, découvrons quelles sont les clés collectives de la créativité et de l'innovation. Ensemble, partons à l'aventure et à la découverte des personnes qui innovent et bâtissent le monde de demain, par l'humain et pour l'humain. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou rejoignez-nous sur notre site et ensemble, développons notre habitude créative et notre capacité à innover. La créativité ne fait pas l'innovation. La créativité, c'est le processus qui permet à un individu ou à un groupe d'avoir des idées. Une idée reste cependant un simple phénomène de l'esprit si l'action de l'être humain ne cherche pas à le transformer en réalité. Transformer une idée en réalité, c'est ça l'objectif du processus d'innovation. Mais une invention, un procédé, un produit ou un service ne deviennent innovation qu'à la condition d'être utilisé et diffusé. C'est pourquoi le smartphone ou la montre peuvent être considérés comme des innovations quand le vidéophone de Maltra, créé en 70, ou Aibo, le robot chien de Sony commercialisé en 99, ne furent pas des innovations, faute d'avoir rencontré leur public. En résumé, l'innovation est un bateau à voile en direction de l'avenir et la créativité un vent qui souffle sur ses voiles. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou rejoignez-nous sur notre site et ensemble, développons notre habitude créative et notre capacité à innover. Quel est le point commun entre le velcro, la pénicilline, le micro-ondes, le post-it ou encore le frisbee? Ce sont toutes des inventions ou découvertes produites par hasard et elles ne sont que quelques représentantes d'une liste immense. Ces inventions illustrent le rôle que joue le hasard en matière de créativité et d'innovation. Un phénomène que l'on appelle aussi sérendipité. En référence à ce conte sri-lankais qui raconte l'histoire de 3 seigneurs partis faire fortune sur la route de la soie, vers une île appelée Serendip, et qui tout au long de leur chemin ne cessent de faire des découvertes merveilleuses et inattendues. La créativité est avant tout un jeu de Lego. Une idée est avant tout le fruit d'autres idées que l'on imbrique et combine pour créer de nouvelles idées. Mais sans l'imprévu et le hasard, nous nous déplacerions sur une seule carte mentale selon nos habitudes de vie et de pensée, toujours entourés des mêmes idées, provenant d'un seul et même univers, le nôtre. Mais la sérendipité, c'est justement l'émergence du hasard et de l'imprévu dans nos vies, et donc sur notre carte mentale, nous conduisant à des découvertes heureuses, inattendues et précieuses. Ces découvertes hasardeuses que l'on peut rencontrer partout, si l'on est ouvert et attentif, nous permettent de réaliser des combinaisons nouvelles pour ouvrir le champ des possibles. S'ouvrir au hasard créateur est donc nécessaire pour développer sa créativité et sa capacité à innover au sein d'un commando de l'innovation. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou rejoignez-nous sur notre site et ensemble, développons notre habitude créative et notre capacité à innover. Nous pouvons distinguer deux types d'innovation. L'innovation incrémentale d'un côté et l'innovation de rupture de l'autre. L'innovation incrémentale consiste à améliorer l'existant par petites touches, en remplaçant ou en ajoutant de nouvelles briques. L'innovation de rupture vise, elle, à répondre à un nouveau besoin pour se juxtaposer à l'existant ou le remplacer. Au début des années 2000, des marques telles que Nokia dominaient le marché de la téléphonie mobile. Ce marché produisait de nombreuses innovations incrémentales, ajoutant sans cesse de nouvelles fonctionnalités au téléphone. Le problème est qu'à force d'innovation incrémentale, les téléphones étaient de plus en plus complexes à utiliser. Un nouveau besoin semblait alors apparaître chez les utilisateurs. Un besoin de simplification des téléphones. Ce ne sont pas des acteurs du marché qui exploitèrent ce nouveau besoin, mais un acteur venu de l'univers informatique, Apple. En 2007, Apple et Steve Jobs lançaient un tout nouveau téléphone mobile, l'iPhone, dont la principale innovation était sa simplicité d'utilisation, grâce notamment à un écran tactile, ergonomique et ludique. Enfermés dans leur certitude, les concurrents d'Apple ne virent pas le raz-de-marée qui allait avoir lieu. Ils considéraient que l'iPhone était un gadget électronique qui ne possédait même pas la 3G contrairement à leurs produits. Résultat, en moins de 10 ans, Apple vendit plus d'1 milliard de téléphones, Nokia et Ericsson disparaissaient quasiment du marché, laissant place à de nouveaux acteurs. L'innovation incrémentale et l'innovation de rupture ne doivent pas être opposées. Au contraire, elles doivent être associées et approchées comme les deux roues d'un même vélo. Un commando de l'innovation disrupte et ouvre de nouveaux marchés grâce à l'innovation de rupture. Il exploite ensuite ces nouveaux marchés grâce à l'innovation incrémentale. Pour progresser, il faut dans le temps s'assurer de ne pas faire uniquement de l'innovation incrémentale ou uniquement de l'innovation de rupture, mais équilibrer les deux approches. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou rejoignez-nous sur notre site et ensemble, développons notre habitude créative et notre capacité à innover.
La complexité est l'art de rendre simple, lisible et compréhensible des choses complexes. La complexité est un aspect important de l'innovation, car comme nous l'avons déjà vu ensemble, une innovation, un procédé, un produit, un service, ne devient une innovation qu'à la condition d'être utilisée par le plus grand nombre et diffusée. On favorise donc le succès d'une innovation en rendant la compréhension et l'utilisation intuitive et simple d'utilisation. Dans les années 70, lorsque les premiers ordinateurs personnels commencent à se diffuser, ceux-ci sont encore très rudimentaires et très peu ergonomiques. Ces ordinateurs se manipulent alors en ligne de commande. Pour demander à l'ordinateur d'effectuer des opérations, l'utilisateur tape des lignes de commande sous forme de texte au clavier. L'ordinateur affiche en réponse du texte correspondant au résultat des commandes de l'utilisateur. Si ce type d'interface était compréhensible pour des férus d'informatique, elle rendait cependant les ordinateurs incompréhensibles pour le commun des mortels. En 1977, Apple rencontrait le succès avec Apple II, le premier ordinateur personnel fabriqué à grande échelle. Cependant, Steve Jobs avait conscience que les interfaces complexes en ligne de commande empêchaient véritablement de s'adresser à l'ensemble des salariés à qui les ordinateurs pouvaient pourtant faire gagner en temps et en productivité. C'est au début des années 80 que Steve Jobs eut une révélation en découvrant une innovation développée alors par une entreprise appelée Xerox. L'équipe de chercheurs de Xerox avait en effet imaginé une interface graphique permettant de manipuler les objets à l'aide d'un pointeur manipulé par une souris. En utilisant les métaphores du bureau, cette interface permettait par exemple aux employés et secrétaires de comprendre facilement les fonctionnements d'un ordinateur en n'ayant plus à manipuler des objets en ligne de commande abstraite. L'ordinateur devenait un bureau qui contenait des répertoires dans lesquels étaient rangés des documents. Il suffisait de cliquer sur un répertoire pour l'ouvrir, puis de cliquer sur un document pour y accéder. Lorsque l'on souhaitait jeter un document, il suffisait de le placer dans la corbeille. Pour créer un nouveau, il suffisait de cliquer sur l'icône de la machine à écrire, et pour faire un calcul, de cliquer sur l'icône de la calculatrice. Steve Jobs comprit immédiatement le potentiel de cette innovation, qui rendrait simple la complexité informatique pour la rendre accessible au grand public. En 1984, Steve Jobs équipa son célèbre Macintosh de ce système révolutionnaire. Le Macintosh rencontra le premier succès commercial pour un ordinateur, utilisant une interface graphique et une souris. L'informatique rentrait dans une nouvelle ère. La complexité avait opéré. La complexité informatique s'était effacée derrière la simplicité de l'interface graphique. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou rejoignez-nous sur notre site et ensemble, développons notre habitude créative et notre capacité à innover. La créativité est un jeu qui joue avec les paradigmes. Steve Jobs considérait que la créativité consistait juste à relier les choses entre elles. La créativité peut en effet être approchée comme un simple jeu de Lego. Tout objet ou concept peut être décrit par des paradigmes, ces éléments simples qui le constituent et le définissent. Un char sera constitué d'une plateforme et de 4 roues. L'ampoule de Thomas Edison était constituée d'un filament de bambou et d'une ampoule en verre renfermant un gaz interne. Un aspirateur possède un moteur, un tuyau d'aspiration, un sac. Une fois identifiés les paradigmes d'un objet ou d'un concept, il est alors possible de jouer avec eux en réalisant 3 actions, que l'on peut également réaliser avec des briques de Lego. Ajouter, remplacer, supprimer. Si l'on cherche à ajouter au chariot un moteur à vapeur, comme l'a fait Joseph Cugnot en 70, on invente la première automobile de l'histoire. Si je cherche à remplacer le gaz inerte contenu dans l'ampoule de Thomas Edison par un gaz halogène, comme l'ont fait Zubler et Mosby en 59, j'améliore la durée de vie et la luminosité de l'ampoule. Enfin, si je cherche à supprimer le sac de l'aspirateur, j'invente l'aspirateur sans sac de Dyson. Dyson, qui récidivera quelques années plus tard avec le ventilateur sans page. Steve Jobs appliquait lui-même cette manière d'aborder la créativité. Par exemple le MagSafe, cet aimant qui relie l'alimentation au Mac et qui évite au plus maladroit d'envoyer son ordinateur à terre lorsqu'on se prend les pieds dans le câble électrique. Eh bien cette innovation fut inspirée par un toaster japonais que Steve Jobs découvrit en se promenant dans un supermarché à Tokyo. Steve Jobs possédait également une autre citation. Les bons artistes copient, les artistes géniaux volent. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou rejoignez-nous sur notre site et ensemble, développons notre habitude créative et notre capacité à innover. Aujourd'hui, le symbole de la créativité est une ampoule. C'est dommage. En effet, l'ampoule présente la créativité comme la recherche d'un moment eureka où l'on chercherait à se couper du monde pour tenter d'allumer en soi une lumière magique qui nous donnerait LA bonne idée. Or, nous l'avons vu ensemble, la créativité est avant tout un jeu de Lego qui cherche non pas à chercher en soi de manière magique des nouvelles idées, mais qui vise à utiliser les briques qui nous entourent pour les associer et les relier pour inventer et créer. La créativité est donc mieux représentée par un shaker à cocktail que par une ampoule. Le shaker illustre cette action qui vise à mélanger les éléments ensemble
pour les recombiner et les réinventer, en sachant exploiter le hasard du mouvement aléatoire, capable de produire cette sérendipité dont nous avons déjà parlé. Vous souhaitez expérimenter le shaker? Dans un carnet, rassemblez chaque jour toutes les idées qui vous viennent, mais également les images et les phrases qui vous plaisent, et chaque matin, tirez au hasard 2 éléments dans ce carnet et essayez de les relier pour créer une nouvelle idée. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou rejoignez-nous sur notre site et ensemble, développons notre habitude créative et notre capacité à innover. L'erreur et l'échec sont indissociables du processus d'innovation. Thomas Edison a expérimenté plus de 6000 matériaux avant de trouver celui qui allait lui permettre d'inventer les premières ampoules. Les frères Wright ont subi de nombreux accidents avant de réussir leur premier vol en avion, et il a fallu 5127 prototypes à James Dyson avant de créer son aspirateur sans sac. Innover nécessite de savoir essayer, échouer, apprendre et recommencer. Comme le dit Albert Einstein, une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Comme nous l'avons déjà dit, une innovation, un procédé, un produit, un service ne devient une innovation qu'à la condition d'être utilisé et diffusé par le plus grand nombre. Or, cela nécessite d'être capable de rentrer en résonance avec 2 éléments que l'on peut difficilement modéliser et anticiper, la psychologie et la sociologie humaine. Le meilleur moyen d'innover pour un commando de l'innovation reste donc d'essayer, d'apprendre et de recommencer, telle une équipe qui se déplacerait à la recherche d'un objet et qui rencontrerait en cours de route des obstacles qu'il lui faudrait contourner pour atteindre son but. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou rejoignez-nous sur notre site et ensemble, développons notre habitude créative et notre capacité à innover. En innovation, les signaux faibles sont des indices que l'on observe dans l'environnement, dans le fonctionnement social ou dans la psychologie des individus, et qui nous annoncent une transformation à venir et une opportunité à saisir pour répondre à un besoin nouveau et encore non satisfait. Au XVe siècle, celui qui observait l'agacement croissant des nobles et membres du clergé qui n'arrivaient pas à se procurer de reproduction des livres qu'ils souhaitaient, les copistes recopiant ces livres à la main étant débordés, comprenait qu'il y avait une immense opportunité pour celui qui serait capable d'inventer un nouveau procédé de reproduction de livres, ce que fit Gutenberg. Au début du XXIe siècle, celui qui observait la perplexité des utilisateurs face à des téléphones dont l'utilisation était de plus en plus complexe, comprenait qu'il y avait un boulevard pour un téléphone simple d'utilisation, ce que saisira le premier iPhone de Steve Jobs. L'innovateur s'ouvre au monde et sait l'observer grâce à tous ses sens pour capter ces signaux faibles. Indice ouvrant les portes vers un monde encore invisible et propice à l'innovation. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou rejoignez-nous sur notre site et ensemble, développons notre habitude créative et notre capacité à innover. Une innovation, un procédé, un produit, un service ne devient une innovation qu'à la condition d'être utilisé et diffusé. Un commando de l'innovation développe donc sa créativité à innover s'il développe son empathie et sa compréhension des ressorts psychologiques et sociologiques des individus, groupes d'individus auxquels il s'intéresse. Pour cela, il va pour chacun de ses projets d'innovation adopter le point de vue empathique des individus qui visent son innovation, procédé, produit ou service, en rentrant véritablement dans leur tête et en cherchant à mieux comprendre les perceptions lorsqu'ils sont confrontés à son innovation. Qu'est-ce que l'individu va entendre? Qu'est-ce que l'individu va voir? En conséquent, qu'est-ce qu'il va penser et ressentir, mais aussi dire et faire? Poussant alors plus loin sa réflexion, le commando de l'innovation cherche à répondre aux questions pourquoi, où, quand et comment les individus vont utiliser mon innovation. Et pourquoi, où, quand et comment ils vont diffuser mon innovation. C'est en répondant successivement à ces questions rassemblées sur une carte empathique que le commando de l'innovation progressera pour véritablement transformer son invention, son nouveau procédé, son nouveau produit ou son nouveau service en innovation. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou rejoignez-nous sur notre site et ensemble, développons notre habitude créative et notre capacité à innover.